Bonjour, bienvenue à ce séminaire du Pôle santé. Aujourd'hui, on accueille deux conférencières. Donc, d'abord, Jennifer Dahac, qui est adjointe au PDGA du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, et Isabelle Ouellette-Morin, qui est professeure titulaire à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur affiliée au Centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Toutes les deux sont co-directrices du tout nouveau CETI SMDI, donc un acronyme qui veut dire Centre d'expertise en technologie de l'information en santé mentale, dépendance et itinérance. Le CETI est un centre d'expertise qui a un mandat provincial là, pour développer et pour promouvoir des outils numériques auprès de l'ensemble de la population du Québec et des professionnels de santé. Ils mettent en œuvre et ils exploitent un portefeuille provincial de TI en santé mentale. Et donc, aujourd'hui, pendant la prochaine heure, elles vont aborder les notions d'innovation numérique, de mise à l'échelle et de gestion du changement dans le domaine de la santé mentale, de la dépendance et de l'itinérance. Alors, sans plus tarder, je vais leur céder la parole tout en vous rappelant que vous pouvez prendre le temps de noter vos questions. On aura une période de questions d'une quinzaine de minutes vers la fin où vous pourrez soit y aller par clavardage ou lever la main virtuellement, puis on pourra vous accorder la parole, micro ouvert, caméra ouverte, pour vous adresser directement aux conférencières. Alors, je vous remercie. Je vous cède la parole. Oui, alors bonjour tout le monde. Merci beaucoup à l'équipe de direction du pôle HSC Montréal pour l'invitation pour aujourd'hui. Jennifer Dahac, adjointe au président directeur général adjoint du CIUS de l'Est de l'île et aussi en co-direction du centre d'expertise, comme on l'a dit un petit peu d'entrée de jeu. Je suis accompagnée par professeur Ouellette-Morin qui va prendre la parole un petit peu plus tard dans l'intervention. Donc, en théorie, vous êtes en mesure de voir la présentation actuellement. Donc, on va y aller rapidement sur les objectifs d'apprentissage aujourd'hui pour le séminaire de Pôle santé HEC. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de mieux comprendre l'intégration des outils numériques en santé mentale, puis leur avènement dans le réseau de la santé. On veut vous présenter les travaux du nouveau centre d'expertise. On veut également revisiter avec vous des notions de mise à l'échelle de ces solutions-là pour s'assurer d'une adoption large, mais aussi pérenne, je dirais. On veut également revisiter les stratégies de gestion du changement nécessaires pour soutenir cette transition. Il y a beaucoup de modèles de gestion du changement. On va prendre certains d'entre eux aujourd'hui qui, pour nous, peut-être semblent un petit peu plus faciles à comprendre et à adapter dans le contexte des travaux qu'on mène. Et aussi, on va double-cliquer sur un cas traceur. On aime ça, les cas traceurs, là. Donc, pour vraiment tomber dans des éléments concrets. Puis là, on va discuter avec professeur Isabelle Ouellette-Morin, entre autres, du développement d'une application mobile sur laquelle elle a, dans le fond, planché avec son équipe, son laboratoire pour contrer l'intimidation. C'est quoi l'expérience académique et l'expérience technologique, entre autres? Donc, la genèse de nos travaux, puis autres informations d'intérêt au niveau contextuel. La santé mentale, en fait, c'est un enjeu de santé préoccupant. Donc, dans le dernier sondage Ipsos Santé globale de 2024, on a posé la question de manière générale, lesquels des problèmes suivants, le cas échéant, considérez-vous comme étant le plus grand problème de santé auquel est confronté les habitants de votre pays aujourd'hui? On a posé ça à des décideurs, on a posé ça à des gens de toutes sortes d'échelles là, dans le fond de responsabilité dans l'État. Et dans les faits, au-delà de la COVID, au-delà des éléments en lien avec l'obésité, le stress, le cancer, la santé mentale est vraiment ce qui ressort comme étant le plus préoccupant. Au Québec, on veut parler d'accès, 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 hein? Donc, parfois, on dit dans le monde de l'immobilier que c'est la localisation, la localisation, la localisation. Pour nous, dans notre dossier, tout est une question d'accès. Donc, vous voyez, on a encore des enjeux de liste d'attente, malgré le fait que le Québec s'est relativement amélioré, des listes d'attente qui nous amènent à près de plus de 14 000 personnes actuellement, plus ou moins, en attente d'un premier service en santé mentale comme tel. Et également des gens qui sont en attente là, relativement de façon hors délai. Là-dedans, près de la moitié le sont comme tel, d'une façon importante. Donc, à la fois pour les adultes et pour les jeunes. Donc, pour nous, il y a une certaine préoccupation.
Pour ce qui est de la santé mentale, quelques statistiques de prévalence puis d'impact. Vous savez, près d'une personne sur 5 va développer au cours de sa vie une problématique de santé mentale ou apparentée. Dans ces statistiques-là, ça empêche des centaines de milliers de travailleurs à chaque semaine de contribuer en fait au développement économique et à la société civile. Donc, une indisponibilité au travail importante en coût, en main-d'œuvre, etc. Il y a également un élément de stigma important. Une personne sur deux qui devrait consulter ne consulte pas parce qu'elle s'auto-stigmatise ou parce qu'il y a des éléments encore beaucoup trop stigmatisants autour de la santé mentale dans la société. Et ça, c'est 9 personnes sur 10 qui souffrent d'un trouble de santé mentale qui affirment que l'autostigmatisation est un enjeu qui ne leur permet pas d'aller accéder aux soins. Donc, c'est là où entre en ligne de compte la modalité du numérique. Donc, le numérique, quelques statistiques de pénétration technologique qui sont intéressantes quand même à considérer, c'est qu'on est relativement numérique, puis les gens sont relativement à l'aise avec le numérique malgré ce que l'on peut en penser. 94 des ménages canadiens disposent d'un accès à Internet, 89 de la population possède un téléphone intelligent et près de 80 des Canadiens ont un forfait de données en plus de cela. Par contre, il faut quand même rester à l'affût de la fracture numérique qui persiste, qui existe. L'INSPQ nous en informe dans un de ses récents rapports et il faut, dans le fond, gérer ce risque-là, puis avoir des stratégies qui visent à une équité puis à l'usage des technologies numériques, des stratégies qui sont sociétales, qui agissent sur le revenu, la vulnérabilité économique étant un des facteurs primaires là, du fait que les personnes n'ont toujours pas d'Internet ou d'accès à une technologie numérique à la maison, le manque d'infrastructures, la localisation et la desserte, la télécom, l'âge aussi, sans faire d'agisme, mais il y a quand même des écarts, encore une fois, puis un manque de familiarité par rapport à une certaine tranche de la population plus âgée, puis au final, l'altératie numérique en général, c'est-à-dire comment on navigue dans les outils, comment on navigue sur la toile, etc. Une définition compréhensible de la santé mentale numérique pour asseoir un peu notre conversation. C'est une définition maison, hein? Il n'y a pas nécessairement de consensus autour de cette définition-là, une définition qui a été cooptée par plusieurs auteurs. La santé mentale numérique, on peut aussi appeler ça la cyber-santé mentale, la e-santé, plus largement. L'OMS le définit comme étant tout service numérique au service du bien-être comme tel de la personne. Donc, c'est très large. En santé mentale, ça fait référence à quoi? À l'utilisation d'Internet, mais à d'autres technologies de télécommunication, incluant parfois des éléments de texto ou de suivi sur le web. Et ça peut être également toute application de la technologie de la santé numérique pour évaluer, pour soutenir, pour agir en prévention ou en traitement. Autrement dit, la santé mentale numérique, ça se définit à la fois comme une modalité, mais également comme un élément de traitement. Ça se retrouve dans le domaine de la recherche et de l'intervention, puis ça se retrouve surtout en adjuvant aux soins, en complémentarité aux soins. Et également, vous allez le voir tout au long de la présentation, ce sont des outils autoportants dans bien des cas qui agissent également en promotion puis en prévention. Le spectre du numérique en santé mentale, c'est intéressant de le regarder, puis c'est une diapo qui a été travaillée par le professeur Stéphane Gay, puis le professeur Ouellette Morin qui est avec moi aujourd'hui. Mais vous allez voir, tu sais, sur une échelle du peu interactif au plus interactif, les différents éléments de santé mentale numérique qu'on peut retrouver. Nos travaux au niveau du CETI-SMDI, du Centre d'expertise, se retrouvent principalement autour du volet site web, applications mobiles. On cherche également éventuellement à réfléchir à des éléments d'agents conversationnels et de l'utilisation de l'intelligence artificielle. On a des projets pilotes en réalité virtuelle, donc c'est le spectre là, qui définit un petit peu nos travaux. Les défis du numérique en santé mentale, ils sont nombreux. L'engagement, c'est un facteur important de succès. Donc, 4 des personnes qui téléchargent les applications actuellement dans le fond, ils l'utilisent que très peu. Donc, très peu, après 2 semaines, hein, continuent à utiliser, dans le fond, l'application qu'ils ont téléchargée pour des besoins de santé. Seulement 14 des outils qui sont développés actuellement sur les grandes plateformes comme Google Store ou App Store sont développés avec des personnes qui ont un savoir expérientiel. Donc, seulement 14 On retrouve des dizaines et des dizaines d'applications de santé mentale sur les plateformes de téléchargement. On peut presque en compter plus de 20 000 aujourd'hui.
Donc, ça veut dire une prolifération de toutes sortes d'applications qui ont très peu de validation scientifique. C'est là où je vous amène. Donc, ça, c'est un élément important de notre dossier et qui est vraiment très distinctif. C'est qu'on souhaite travailler le volet de la validation scientifique pour offrir aux Québécois les meilleurs outils possibles avec un retour sur investissement sur leur santé parce qu'on y a mesuré des éléments d'impact sur la santé avant d'en faire une nationalisation. Donc, seulement 38 des descriptions d'applications contiennent une connotation scientifique, puis seulement 3 d'entre eux à peu près fournissent des preuves dans les faits. Et encore une fois, il y a toutes sortes de fonctionnalités qui sont variées, mais il n'y a pas nécessairement une lecture des besoins populationnels actuellement sur la toile. Donc, de toute façon, c'est assez pêle-mêle. Chacun des développeurs va développer selon le goût du jour, selon ses opportunités entrepreneuriales. Il reste qu'il y a des trous de service importants où est-ce qu'on a, par exemple, des éléments de soutien ou des éléments diagnostiques qui ne sont pas abordés par le numérique en santé mentale. Je pense, par exemple, aux troubles limites de la personnalité, là. Donc, voilà un petit peu le portrait général. Si on regarde un petit peu le portrait des plans d'action qui viennent positionner stratégiquement nos travaux, on a la stratégie de transformation numérique du gouvernement du Québec plus largement, où vraiment ici, on cherche au niveau de l'administration publique à miser sur le numérique pour transformer les différentes façons de faire, la prestation de services publics, assurer une certaine efficience, une certaine transparence, éviter certaines erreurs qui pourraient être faites en utilisant, par exemple, le papier ou d'autres modalités. Alors, c'est pour ça que le gouvernement, en fait, en général, au niveau des administrations publiques, propulse le numérique pour simplifier la vie des citoyens et être davantage proactif. Il y a 6 vecteurs d'accélération de la transformation numérique. Je ne vous les passerai pas en détail. Je double-cliquerai davantage sur le volet de l'innovation numérique qui nous concerne, nous, dans notre dossier, pour travailler sur le déploiement de solutions innovantes qui ont des retombées positives pour les citoyens, qu'on est capable de mesurer, puis qu'on est capable également d'animer avec les cliniciens. En ce qui concerne le Québec, je vous apprendrai rien en vous présentant quelques éléments du plan santé du ministre Dubé. Alors, c'est sûr que les travaux du centre d'expertise s'inscrivent dans plus d'accessibilité, plus également de services, entre guillemets, autoportants pour le volet de la santé mentale, plus de prévention et certainement de l'innovation. Nous nous inscrivons directement dans le plan d'action intersectoriel en santé mentale 22-26 qui a été travaillé avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il y a 3 axes prédominants qui nous concernent. Améliorer l'accès, prévention et mise en place d'alternatives à l'hospitalisation parce qu'effectivement, quand on utilise le numérique, eh bien, on peut accéder à des services professionnels en santé mentale à partir du domicile, entre autres, et se concentrer sur le volet de la concertation et de l'amélioration des pratiques parce que tout ce qu'on fait vraiment dans le dossier, on souhaite le faire en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, vraiment, là où l'ancrage stratégique nous provient, puis l'enveloppe également budgétaire de soutien est vraiment axée sur l'action 5.4 du PAISM, innover en intégrant les interventions numériques dans les soins de santé en santé mentale. Première annonce du ministre Lionel Carman sous qui, en fait, ces travaux-là se font, sous son leadership, sous sa vision, donc en juin 2022. C'est une annonce historique, c'est vraiment une première au Québec, mais aussi dans le Canada, ça s'est très peu vu, d'investir de façon massive. Dans d'autres juridictions mondiales, on en fait plus, mais ici, on a quand même investi 12 millions sur 4 ans pour le déploiement de cette stratégie-là. Et c'est là qu'on a mis en place le centre d'expertise comme tel. C'est un mandat qui est confié au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Pourquoi? Parce que 2 éléments principalement. Le CIUS de l'Est a un mandat d'institut universitaire en santé mentale comme tel. Donc, on offre des soins. On a ce qu'on appelle un laboratoire vivant d'innovation à l'intérieur de l'IUSMM en ce sens. Et surtout parce qu'on a une collaboration scientifique hors pair avec plusieurs chercheurs du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale qui développent des applications numériques validées scientifiquement depuis plusieurs années. Donc, il y a là une expertise très importante à souligner. Donc, c'est de là qu'est née cette collaboration-là, ce qui nous a amené à une entente administrative avec le ministère qui a été signée en avril 2023, la naissance comme telle du Centre administratif à vocation provinciale pour le CETI-SMDI.
Donc, voilà ces éléments-là. Ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est un imprimé-écran de notre site Web où est-ce que vous allez retrouver l'ensemble de nos projets, puis une case pour nous joindre et vous abonner à notre infolette. Donc, le Centre d'expertise a pour mission de favoriser l'accès aux soins et aux services en santé mentale en proposant bien sûr des outils numériques. Premièrement, on avait déjà des outils qui avaient été tranquillement, pas vite mis à l'échelle dans un contexte pandémique, là, donc qu'on a repris, qu'on a reconsolidé dans l'animation. On a un premier outil d'auto-soin, d'autogestion pour viser le rétablissement en santé mentale qui s'appelle Aller mieux à ma façon. On a également, ça c'est vraiment un produit qui est issu de la recherche qu'on a mis à l'échelle avec la professeure Jeannie Hull et son laboratoire de recherche à l'UQAM. Un autre élément est retrouver son emprunt. C'est une autre modalité, c'est un autre, dans le fond, business case. Celui-là, on est en relation avec un organisme communautaire ou est-ce que c'est un service acheté qu'on suit et qu'on soutient, donc à travers l'Association canadienne pour la santé mentale, Division du Québec. On a également tout un mandat d'analyser, de soutenir les nouveaux déploiements jusqu'à un portfolio de 10 outils numériques d'ici 2026-27. Et dans les faits, on a agi également et on continue d'agir avec le ministère de la Santé et des Services sociaux sur notre vitrine provinciale qui est québec.ca/santé mentale. Donc, peut-être quelques éléments sur nos réalisations à ce jour. Ça, c'est une des toutes premières réalisations qu'on a fait en juin 2023, la refonte de la vitrine numérique ministérielle en santé mentale. On vous invite à y aller. Ce qu'on a rajouté avec le ministère de ce côté-là, c'est une recherche par code postal. Donc, en indiquant votre code postal, vous êtes en mesure de rechercher au moins tous les services de santé, services sociaux en lien avec la santé mentale autour de vous. Et il y a une section qui est complètement dédiée aux outils numériques comme tels. Nos réalisations à ce jour aussi se portent sur la mise à l'échelle des outils, donc l'intégration de l'outil Aller mieux à ma façon, comme je vous l'expliquais tantôt, en collaboration avec le laboratoire de recherche Vitalité. Allez le visiter, allermieuxamafaçon.ca. Donc, c'est vraiment sécuritaire, confidentiel avec des stratégies, un espace pour vous déposer au niveau du journaling pour aller mieux. Donc, vraiment, tout ce qui est en lien avec l'anxiété, la dépression. Donc, c'est quelque chose qui est travaillé à travers cet outil-là. Également, l'intégration de l'outil Retrouver son entrain. Retrouver son entrain, dans le fond, suggère également un parcours accompagné téléphonique. Donc, c'est une autre type de modalité un petit peu plus encadrante, un petit peu moins autoportante comme telle, mais il y a également toute une vidéothèque avec des cahiers d'auto-soins qui sont disponibles. Également, une première au Canada avec le CHU Sainte-Justine, la création de la nouvelle version nationale de l'outil de soutien à la santé mentale périnatale 3 mois bébé avec la professeure Sylvana Côté de l'École de santé publique de l'Université de Montréal et son laboratoire. Donc, à ce moment-là, ici, encore une fois, c'était un projet de recherche qui a été étudié, qui a été mis à l'échelle pour devenir un actif informationnel du ministère comme tel et qui attire actuellement là, d'autres nations là, à s'intéresser à l'outil comme tel. Nos réalisations, encore une fois, toujours au niveau scientifique de ce côté-là, on a procédé à un premier appel à solutions en santé mentale numérique. On cherchait à élargir notre portfolio de projets, comme je vous disais d'entrée de jeu. Donc, ça a été une première pour nous. Donc, avec aussi la création d'un premier comité provincial interdisciplinaire d'évaluation et de sélection des outils, où on a créé la première grille compréhensive d'évaluation des outils numériques en santé mentale, adaptés, nichés à partir de plusieurs cadres de référence à l'international. C'est des éléments comme ceux-là qu'on a développés. Et dans les faits, le premier appel à solution aujourd'hui a amené l'évaluation complète de 10 candidatures qui sont issues de l'écosystème de start-up, de chercheurs qui sont intéressés à nous avoir soumis, dans le fond, leurs projets, etc. Puis, détails apparaître sous peu parce qu'on va sortir les gagnants, en fait, de cet appel à solution là, dans les prochaines semaines. À venir,
Notre première collection gouvernementale d'applications mobiles en santé mieux-être, c'est vraiment une première au Québec également, là, d'être en mesure de construire sur un site web en marque blanche qu'on appelle une collection gouvernementale d'applications mobiles validée par les pairs qu'on va pouvoir recommander. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant qu'on souhaite faire et que Santé Canada réfléchit à faire au niveau fédéral actuellement également avec la Commission pour la santé mentale du Canada. Également, une première initiative de triage intelligent, où est-ce qu'on met à profit l'intelligence artificielle pour soutenir toute la guidance puis l'aide à la décision, à la fois clinique puis managériale du parcours de soins en santé mentale pour assurer un parcours de soins plus intégré. Ça, c'est un projet pilote qui va être également dévoilé là, dans les prochains mois. Donc, dans les faits, on ne peut pas faire ce qu'on fait sans agir sur le transfert et la mobilisation des connaissances. Je vous passe en revue là, les pastilles là, de dizaines de webinaires qu'on monte. Et également, on a conclu l'année 2024 avec une première journée annuelle en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la santé mentale numérique. C'est un premier rendez-vous qui a eu lieu le 22 novembre dernier, desquels on a encore aujourd'hui de bons échos qu'on souhaite renouveler annuellement, là, comme tel, rassembler tout l'écosystème en santé mentale numérique pour une journée là, de réflexion. Donc, l'innovation numérique en santé mentale, c'est quoi par rapport à la mise à l'échelle? Quelques éléments, je vais passer vraiment rapidement. C'est vraiment plus pour votre info, pour aller double-cliquer de votre côté là-dessus. Vous savez, l'INES a fait de très intéressants travaux sur le thème de l'innovation. Je ne passerai pas en revue cette diapo, mais il y a vraiment une distinction à faire entre l'amélioration continue, l'innovation de continuité, puis l'innovation transformationnelle. On s'inscrit beaucoup dans l'innovation transformationnelle de notre côté quand même dans le dossier parce qu'on fait quand même des éléments qui se sont peut-être jamais faits là, de cette façon-là. Également, dans les travaux de l'INES, un autre papier très intéressant, très important à consulter, de l'innovation à l'intervention, le guide de soutien à l'appréciation de la valeur. La valeur, c'est un concept multidimensionnel. Vous voyez un peu là, les dimensions qui sont amenées par l'INES, puis surtout les principaux critères de valeur. C'est sur ça qu'on souhaiterait baser une analyse plus approfondie de nos travaux. Et peut-être rapidement, là, je vais conclure dans les 2, 3 prochaines minutes, là, mais dans ce cas-ci aussi, Julie Lane, chercheure à l'Université de Sherbrooke et son laboratoire avec le ministère de la Santé et des Services sociaux ont produit une trousse d'outils aussi de soutien à l'implantation de pratiques prometteuses et de transfert de connaissances sous, dans le fond, le modèle Knowledge to Action. Donc, dans les faits, on a tenté de faire une adaptation de ce modèle-là pour nos dossiers, où est-ce que pour nous, il est vraiment important d'être en mesure d'agir sur l'adoption de notre offre de service, faire connaître le centre d'expertise, avoir un espace de rétroaction sur notre mise en œuvre puis nos stratégies. C'est pour ça qu'on va lancer un premier comité aviseur au centre d'expertise pour être en mesure d'échanger avec notre communauté, s'assurer qu'on reste sur notre X. Également, tout le volet de l'évaluation de la mise en œuvre. Oui, on lance des outils. Oui, on essaye de faire l'animation du réseau en mettant de l'avant des trousses de déploiement, mais il faut évaluer également tout ce qu'on fait. S'assurer d'une pérennisation puis d'une intégration dans les faits, dans les parcours de soins, tout en ayant aussi tout le volet de l'influence, de l'adaptabilité puis de la compréhension des besoins qui sont changeants puis sur lesquels on a besoin de s'ajuster tout au long du dossier comme tel. Donc, le volet de la gestion du changement, je vais laisser ça à professeur Ouellette Morin pour vraiment vous amener ailleurs. Vous savez qu'il y a plusieurs modèles, que ce soit Kotter, que ce soit Lewing, que ce soit autres modèles aussi de McKenzie ou d'autres auteurs qui sont issus des sciences des organisations. Mais dans les faits, il faut vraiment comprendre les facteurs entravants et facilitant l'utilisation du numérique en santé mentale. Quelques exemples vous sont mis ici. Vous aurez l'occasion d'avoir accès à la présentation à terme, mais dans les faits, la gestion du changement passe par mieux comprendre les outils, travailler sur comment faire passer le message en l'absence de preuves tangibles parfois, adresser des préoccupations légitimes qu'ont les cliniciens, comme par exemple la confidentialité des données, le fait de ne pas savoir où trouver l'outil numérique, de ne pas comprendre nécessairement tous les tenants et aboutissants,
dans le fond, de l'outil, puis comment cet outil-là peut améliorer la santé et le bien-être de leurs patients, agir sur le coût de la technologie lorsqu'il y a lieu ou sur la fracture numérique. Les éléments facilitants, eh bien, ils sont nombreux, mais l'idée, c'est vraiment de s'assurer que nos cliniciens aient une proximité avec les outils, qu'ils puissent bien les comprendre, qu'on puisse les accompagner à les mettre en action, puis à les proposer à leur patientèle et vraiment de démystifier chaque bout des outils numériques au fur et à mesure que ça vient par vraiment, je dirais, une conversation en continu avec nos cliniciens et les soutenir au niveau de la formation et du transfert de connaissances. Donc, c'est pas mal ça pour un tour très rapide, en espérant, Ariane, que je suis dans les temps. Et on reviendra lors de l'échange là, pour parler peut-être des conditions nécessaires puis de l'état d'esprit dans lequel on doit être comme administrateur puis comme gestionnaire d'un portefeuille comme celui-là pour vraiment s'assurer qu'on mène à terme ce projet-là de santé mentale numérique. Peut-être que je passerai la parole à Isabelle. Est-ce que vous voyez le bon écran? Oui. Alors, merci beaucoup, Jennifer, pour ce premier élément. C'est vrai, c'est vraiment dans les demandes qui nous sont formulées, accès, accès, accès. Mais on peut se permettre quand même d'élargir cette notion d'accès en se disant, bien, même si une personne souhaite avoir un accès privilégié avec un psychologue, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour faire en sorte qu'ils aient accès à des ressources qui permettent en attente d'avoir accès à une ressource souhaitée, ils puissent avoir d'autres outils qui risquent d'aider à faire en sorte que les problèmes ne se détériorent pas ou qu'il n'y ait pas d'autres choses qui ajoutent. Maintenant aussi, dans une perspective de santé publique, il peut être aussi intéressant d'envisager la chose dans un angle un petit peu différent où on peut se permettre aussi de chercher à diminuer ou à agir en regard des facteurs de risque qui permet éventuellement de diminuer ce besoin à accéder aux ressources. Donc, ce sont toutes des cibles qui sont excessivement pertinentes et qui sont situées qui sont discutées au sein des travaux du CETI-CMDI. J'aime bien cette notion-là de cas traceur qu'a mentionné Jennifer, puisque c'est vraiment dans cette perspective-là où l'on travaille côté scientifique, côté administration publique et le réseau de la santé, où c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on construit. On doit initier un leadership aussi et amener plusieurs autres personnes à collaborer, à déployer leurs expertises avec nous et à changer les choses. Ça veut dire qu'il y a des tentatives, puisqu'elles sont novatrices, qui devront être faites et qui ne seront pas toujours optimales puisqu'on construit. Hein? Donc, l'idée du cas traceur est vraiment de vous montrer par le biais d'un exemple le type d'outils que j'ai développé il y a maintenant. On a commencé à avoir un financement très, très, très modeste. Hein? On avait reçu, je pense, à peu près 50 000 pour développer une application mobile et la valider scientifiquement, hein? Tout ça ensemble. C'était pas grand-chose en 2013. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps. Les choses étaient différentes. Il y a certaines choses comme la co-construction qu'on entendait très, très, très peu parler. Il y a plein de choses qu'on est allé avec nos meilleurs repères, mais on a surtout appris beaucoup. Donc, c'est avec cette expérience-là et les expériences qu'on a vécues qu'on peut commencer et en continuant évidemment à se nourrir des meilleures pratiques qu'on peut continuer à anticiper les obstacles pour faire en sorte qu'on les contourne dès le début. Maintenant, là, ce cas traceur traite d'une application mobile pour l'intimidation, donc je m'en voudrais bien de ne pas revenir sur c'est quoi l'intimidation. C'est en fait une exposition répétée et prolongée à des gestes ou à des paroles qui ont l'intention de nuire ou de faire du mal. Quoique la notion d'intention n'est plus vraiment jugée comme étant essentielle pour qu'on puisse d'intimidation. Peu importe
si c'était intentionnel, si la conséquence est de faire du mal, de nuire et d'induire un sentiment de détresse, on peut parler d'intimidation. Mais l'élément qui vraiment différencie l'intimidation de conflit, par exemple, c'est vraiment ce déséquilibre de pouvoir qui existe. Ici, là, on parle pour des jeunes, mais évidemment que ça peut se produire en milieu de travail, entre personnes âgées, peu importe l'âge ou le milieu. C'est lorsque, ici, des jeunes ont, par exemple, un âge différent, une popularité différente, sont différents en termes du nombre, de la force physique. Toutes ces différences font en sorte qu'un jeune pourra en venir à penser qu'il pourrait être très difficile pour lui ou elle de s'en sortir. C'est pas un phénomène rare. On n'essaie pas d'agir sur quelque chose qui est anecdotique. Un jeune sur 4, selon les statistiques les plus conservatrices, en vivent. Et il y a beaucoup plus d'intimidation dite traditionnelle hors ligne que de la cyberintimidation. Quoique un jeune qui vit de l'intimidation hors ligne est plus susceptible de vivre aussi de l'intimidation en ligne et souvent interpelle les mêmes personnes. Il y a des dizaines d'années, depuis des dizaines d'années, on sait par le biais d'études longitudinales que les jeunes qui vivent des problèmes d'intimidation sont plus susceptibles, en contrôlant pour tous les autres facteurs qu'on peut contrôler, de vivre des problèmes de santé physique et de santé mentale à l'âge adulte. Des années après que ces expériences ont cessé. Donc, ça en fait vraiment une cible importante de santé publique. Qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'il faut beaucoup plus de ressources pour nourrir de l'espoir, redonner du contrôle, soutenir surtout leurs besoins d'autonomie et d'anonymat. Plusieurs, lorsqu'on a fait des entrevues individuelles, nous disent ils ne veulent pas même être vus dans le couloir qui mène à l'intervenant, à la psychoéducatrice au TS à l'école. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors qu'ils ne veulent pas demander de l'aide, alors qu'une majorité, pas tous, une majorité pense que les adultes pourraient de toute façon difficilement les aider? Alors, l'idée d'une application était vraiment de créer un pont avec une situation où il y a un isolement, donner des ressources, donner de l'information pour qu'ils se bâtissent une perception de compétence suffisante et pour qu'ils fassent une demande d'aide. Donc, l'idée n'est pas de donner un outil pour qu'ils règlent la situation eux-mêmes, mais d'être là sans forcer le dévoilement pour faire en sorte qu'ils soient prêts à demander de l'aide à une personne en qui ils ont confiance. Donc, Cotraceur dit qu'on a tiré certaines conclusions, certains apprentissages de ce qu'on a fait. Premier conseil, suggestion, je le dis conseil, mais prenez-le comme vous voulez, suggestion, idée, rester à l'affût des opportunités. Partir d'un besoin est toujours plus payant. Un besoin du réseau, un besoin d'un groupe, un besoin d'un contexte est toujours plus payant et plus susceptible de faire en sorte que les résultats, les outils risquent d'être utilisés. Mais avant de s'emballer avec une idée, là, c'est toujours beaucoup plus prudent de faire le tour de ce qui existe, même ailleurs, même dans une langue autre que le français, puisqu'il pourrait être adapté. Des fois, on n'est pas obligé de refaire la roue. C'est bien de prendre des outils qui ont déjà été validés ailleurs et de les refaire. Au moment où on a construit plus fort, il n'existait aucun outil. Les applications qui existaient, c'était terrible. En fait, ils étaient faits pour les adultes avec énormément de texte. Ou pire, c'était certaines applications qui étaient faites par des compagnies d'assurance aux États-Unis pour faire en sorte juste de faciliter le dévoilement. Donc, pour faire en sorte de protéger les écoles qui pourraient être amenées en justice pour expliquer pourquoi l'école n'a pas su protéger l'enfant. Donc, voyez-vous que la dynamique et les intentions étaient complètement différentes. Excusez-moi. Les avantages des applications, bon, je suis sûre que vous êtes suffisamment au fin de tout ça, mais
l'idée de faire une application n'est très certainement pas une idée farfelue. La plupart des grandes organisations qui travaillent en santé mentale ont identifié ce type d'outil comme étant complémentaire et potentiellement intéressant et pour lequel il y a vraiment un potentiel d'aller ajouter aux ressources qui sont mises en place et qui sont parfois très, très variables d'un milieu à un autre et pour l'accès aux ressources sont souvent aussi assez inéquitables. Donc, non pas une fin en soi, mais une complémentarité dans les outils proposés. On a fait donc l'application plus fort. Elle a été dévoilée et rendue accessible au grand public une première fois en 2016. Il n'y en existait pas tant que ça à ce moment-là, bien différent comme contexte. On l'a renouvelé, version 2.0 en 2020 en pleine pandémie. Ce n'était pas le meilleur moment de faire une diffusion alors que les enfants n'étaient même pas à l'école. Mais c'était un travail de long cours qu'on a fait dans lequel, évidemment, la présentation, tout a été retravaillé, toute la structure, le UserX a été retravaillé, qui a une dimension de gamification qui est venue, de ludification, pardon, qui a été rajoutée. Pourquoi? Parce qu'on a su, avec les études, que le plus grand gain arrivait à la 4e semaine, lorsqu'on utilisait les données insérées à même l'application elle-même, on voyait une grande diminution assez importante à partir de la 4e semaine. Donc, les objectifs de l'application ont toujours été d'informer les jeunes à propos de l'intimidation, les aider à comprendre leurs propres expériences pour qu'eux choisissent les cibles à prioriser, et ensuite de soutenir l'identification des stratégies qu'ils jugent le plus importantes. Et puis là, vraiment, on est dans un mode d'accompagnement. On ne veut pas forcer, parce que les jeunes ne veulent pas ça, on ne veut pas forcer à dire, ben voilà, allez parler à un adulte. Hein? Ce n'est pas l'unique option. Il y a plusieurs options. Il y a certaines des options qui sont probablement plus avantageuses, d'autres moins avantageuses, mais on veut soutenir par le biais de l'application une réflexion des pour et des contre de chacune des options et de faire en sorte que le jeune mette en action ces stratégies. Donner de l'information, c'est bien beau, mais si on met des grands textes, ça ne fera pas grand-chose. Si c'est moi qui en parle, peut-être non plus, ça ne changera pas grand-chose. Alors, on a invité plusieurs personnalités jeunesse à discuter des éléments de l'intimidation. Évidemment, tout était sur verbatim et on a bien transmis l'information qu'on voulait que les jeunes reçoivent. Et puis, l'intention était vraiment de donner de l'information, mais ce qu'on s'est rendu compte lorsqu'on a fait les entretiens avec les jeunes pour bonifier, hein, puis évaluer l'application, c'est qu'il y en a plusieurs qui l'utilisent vraiment, qui se projettent hein, dans la machine. Non, à un certain moment, l'application est une machine, c'est le fun, c'est anonyme, on n'a pas besoin de s'inquiéter de la façon dont elle nous voit et tout ça. Mais d'une autre façon, l'application se soucie de moi par le biais des modifications. Et ici, dans le cadre des vidéos, ben, je me souviendrai toujours d'une adolescente qui a dit en entretien, ben moi, souvent, lorsque j'avais une journée difficile, je revenais à la maison, je gardais le sourire devant ma mère, je fermais la porte de ma chambre, puis là, j'écoute les vidéos en boucle. Hein, où là, les personnalités jeunesse sont vues comme eux aussi ont vécu de l'intimidation alors qu'on n'a jamais dit ça et ils ne disent pas ça du tout. Mais ils s'en sont sortis puis ils écoutent ce qu'ils leur disent et ça devient aussi une source de soutien qui n'était pas anticipée au départ. Comprendre, les jeunes parfois ont le réflexe ont tendance plutôt à minimiser les expériences d'intimidation qui arrivent ou à penser qu'elles sont partout, qu'elles arrivent, puis qu'elles arrivent sous plusieurs formes. Donc, c'est bien important avant de chercher à résoudre un problème de bien le circonscrire. Et c'est là, dans le journal, qu'ils peuvent le faire par le biais de 9 questions qui sont tirées de questionnaires validés, standardisés, mais pour lesquels on a ajouté là, cette notion-là de est-ce que ça se passe en ligne ou hors ligne. Tout ça pour leur permettre rapidement, je ne sais pas si je fais ici, rapidement de savoir est-ce que la situation se détériore, est-ce qu'elle s'améliore et où est-ce que ça se passe en ligne et hors ligne. Maintenant,
l'élément qui est le plus recherché des utilisateurs et utilisatrices lorsqu'on les a consultés, c'est les stratégies. Il y en a une 50aine de stratégies qui sont proposées, qui sont incluses par le biais de Plus Fort et qui sont tirées de stratégies qui sont nommées comme celles qui sont utilisées par les jeunes qui vivent d'intimidation ou qui sont nommées comme des stratégies qui sont que des jeunes suggéraient à une personne, à un autre jeune qui vient de l'intimidation. Donc, c'est bien important de se rappeler que ce ne sont pas toutes des stratégies qui sont jugées comme extraordinaires et qui vont avoir un effet immédiat. Il y a des stratégies là-dedans qui ne sont pas optimales et on en profite pour vraiment accompagner le jeune à réfléchir aux pour et aux contre liés à chacune des stratégies, puisqu'ils les mettent déjà en fonction certaines d'entre elles. Et on veut faire en sorte qu'ils, en les mettant en action et en les évaluant, qu'ils délaissent graduellement les stratégies qui ne fonctionnent pas et qu'ils déploient leurs énergies plus spécialement sur celles qui fonctionnent. Donc, cette notion-là de choisir en pleine connaissance de cause avec les pour et les contre, puis de mettre en action ces stratégies-là, voir lesquelles sont les plus efficaces pour eux, ça fait en sorte qu'ils risquent de déployer davantage d'énergie à perfectionner, à maintenir certaines stratégies qui risquent d'avoir un plus grand impact. Deuxième petit conseil, idée, oser le risque, mais stratégiquement, bien entendu. Bien sûr, on fait les choses. Moi, je n'avais jamais développé d'application mobile avant. C'est toujours à bonifier, mais on a demandé en cours de développement, avant que ça soit terminé, même avant que ça soit programmé, on a demandé à plein de jeunes, à des parents, puis à des intervenants scolaires, on a dit, bien, utilisez ce prototype-là, puis on aimerait bien savoir qu'est-ce que vous en pensez pour pouvoir le bonifier. Donc, les jeunes ont dit plusieurs choses, mais toutes un petit peu différentes. J'en ai appris davantage sur l'intimidation en 5 minutes avec Plus Fort qu'à 3 heures à l'école. Parce que c'est vrai qu'on leur parle beaucoup d'intimidation, mais lorsqu'on leur parle d'intimidation, ce n'est pas toujours au moment qu'ils veulent l'entendre, qu'ils sont disposés à l'entendre ou qu'ils ont besoin d'entendre le message. Avant Plus Fort, j'étais découragée, je le suis encore, bien entendu, parce que Plus Fort n'est pas magique. En rentrant de la maison, mais avec Plus Fort, j'ai des stratégies. Ça me donne de l'espoir. Avant, j'avais des stratégies, mais elles n'est pas les meilleures, je dirais. Alors, ce regard-là, à être capable de discerner que certaines stratégies qui peuvent fonctionner et certaines autres qui pourraient davantage fonctionner est quelque chose d'utile. On a testé auprès de 150 jeunes, d'abord dans une étude qualitative auprès de 12 jeunes qui vivaient de l'intimidation, puis ensuite dans une étude quantitative auprès de 150 jeunes issus d'une école publique et d'une école privée, une à Montréal, une en région. On a regardé, est-ce que l'application est capable de discerner entre les victimes et non-victimes d'intimidation? Puis on peut vous dire oui, mais surtout, on a été capable, avec des questionnaires pré- puis post-utilisation Plus Fort pendant 4 à 6 semaines, on est capable de montrer que l'intimidation diminuait de moitié, cohorte après cohorte. C'est le résultat qu'on obtenait. Donc, diminuait de moitié après 4 à 6 semaines, mais surtout, les jeunes se sentent plus confiants à mettre fin à l'intimidation et presque tous avaient brisé le silence et en avaient parlé à un adulte de confiance. Alors, la finalité, ce n'est pas d'utiliser Plus Fort, c'est que Plus Fort amène, oui, un début de changement puis une diminution d'intimidation, mais qu'il y ait une demande d'aide, un dévoilement qui suive l'utilisation de l'application. Troisième conseil, réfléchir aux leviers soutenant l'appropriation. Hein? Dès le début, ce n'était pas quelque chose qu'on entendait beaucoup avant. Puis, je vous rappelle, hein, il y a toujours un hype lié à n'importe quoi. Moi, je fais des études en génétique, en épigénétique. On voit ces hypes-là tout le temps. Puis, en santé mentale numérique, c'est exactement la même affaire. Au début, c'était extraordinaire. Je ne compterai pas le nombre de journalistes qui étaient venus au lancement. C'était extraordinaire. Maintenant, on lance une application et puis il n'y a aucun journaliste qui vient nous voir. Là. Hein? Puis, il y a une certaine période ici de désillusion. Ben, voyons, plus personne utilise ça. Ça a-tu vraiment de l'impact? C'est pas testé. C'est la jungle sur les App Store en santé mentale numérique. Et ces périodes-là, désillusion,
sont excessivement importants parce on commence à comprendre quels sont les obstacles et en prendre vraiment conscience. Et on commence à être plus productif après avoir vécu cette période d'espoir, je dirais, inflationniste et ensuite le moment des illusions. Puis ensuite, on commence vraiment à construire. C'est pour ça que, puis là, je vais aller un petit peu plus vite parce que je parle plus que je pensais. C'est pour ça qu'on a, puis en discutant avec les intervenants terrain, on a vraiment vu que les intervenants suggèrent l'application. Donc, puis la semaine passée, il y a ma coordonnatrice qui était dans un regroupement de policiers interventionnistes, préventionnistes, et ils connaissent très bien Plus fort, ils suggèrent, alors ça va très bien. Une des choses qu'on s'est aperçu, c'est que les intervenants scolaires ne savent toutefois pas, ils suggèrent, mais ils ne savent toutefois pas comment l'intégrer lors des suivis qu'eux autres aussi donnent. Puis ça, on n'avait pas, on aurait pu l'anticiper, mais on ne l'a pas anticipé en 2016. Puis ensuite, on a été chercher un financement mi-taxe. Alors, on les aide à comment utiliser Plus fort à l'aide de 3 situations types. On leur rappelle aussi les postures d'intervention suggérées pour travailler c'est vraiment en co-construction, en collaboration avec les jeunes, puis comment utiliser l'application pour faire en sorte de vraiment les aider à poursuivre les objectifs qu'ils ont déjà dans le travail avec certains jeunes. Donc, tout ça, un guide à l'utilisation de Plus fort est en train d'être finalisé, puis on pense que ça va aider non seulement dans la diffusion, mais dans l'uptake, l'appropriation de l'outil dans les milieux. Puis ça, c'est le genre de réflexion-là qui va pouvoir être transposable aux autres outils que le CETI, le CNDI fait. Fait que vraiment, l'idée, j'aime beaucoup de cas traçage. Quatrièmement, il faut oser voir grand, puis tout est continuellement perfectible. On n'arrive jamais avec le modèle idéal lors de la première itération, pas dans le deuxième, puis certainement pas dans le troisième encore. Donc, tout est toujours perfectible et surtout dans le cas d'un outil numérique. C'est toujours bonifiable, c'est toujours quelque chose qui peut être fait. Dans notre cas, on s'est aperçu, encore avec le contact dans le milieu, que c'était bien beau avoir Plus fort, mais il y avait un besoin encore plus criant dans les écoles. 70 des enseignantes et enseignants du secondaire dans une enquête provinciale disaient qu'ils n'avaient jamais été formés à détecter, à intervenir en situation d'intimidation. Alors, c'est bien beau de donner Plus fort, puis ça se pourrait qu'il suggère à une victime, mais en premier, peut-être que c'est encore plus pressant de bâtir vraiment une formation en ligne. Et ce qu'on a fait, et dans lequel Plus fort devient un des outils qui est présenté dans cette plateforme-là. Puis là, l'idée, c'est de bien comprendre les besoins du terrain pour pouvoir vraiment leur offrir quelque chose qui fait du sens et qu'ils vont pouvoir utiliser et avoir envie de mettre en œuvre. Donc, voici de quoi a l'air cette application en ligne. Elle est disponible depuis septembre. Il y a déjà 800 personnes qui ont commencé le parcours dans le milieu et fort probablement beaucoup plus puisqu'ils peuvent tout télécharger, puisqu'il pourra avoir un psychoéducateur qui aime beaucoup la formation puis qui l'a suivi au tout. Puis ensuite, il présente à son équipe école. Ce n'est pas besoin qu'il passe à travers la plateforme pour pouvoir faire en sorte de changer les choses dans leur milieu. Dernier conseil, on va vous dire non plusieurs fois, persévérer si et seulement si vous pensez que ça en vaut la peine. Et moi, la semaine passée, il y a ma coordonnatrice qui était à cet événement-là, un autre, peut-être il y a 2 semaines, qui était à un événement, puis qui m'a dit, écoutez, moi, j'ai suggéré avec l'application avec un jeune, puis sa mère m'est revenue quelques semaines plus tard et ça a changé sa vie. Alors, pour moi, c'est là que ça me dit ça vaut la peine de persévérer et de continuer à investir beaucoup de temps parce que l'un des défis qu'on n'a pas nommé depuis le début, même défi au CETI-CMDI, même défi pour tous ceux et celles ou les équipes qui vont développer puis qui vont s'engager dans cette démarche de changement, le défi le plus grand, c'est le temps. Ce genre de projets, ce sont ce que j'appelle des trous noirs. Ils ne mènent absolument, généralement, à très peu de publications scientifiques, mais c'est des projets qui sont porteurs de sens, à mon avis, qui ont le potentiel d'amener des réels changements.
en finalité, les prochaines cibles, c'est quoi? Comme pourrait l'être d'autres cas, traceurs et par le biais de d'autres actifs informationnels de la stratégie, continuer à le mettre à jour, à bonifier. Un outil numérique, ce n'est jamais terminé. Maintenant, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Là, ça fait plusieurs années. On a beaucoup de données maintenant. On pourrait très bien faire un prochain outil, puis utiliser plus fort, par exemple, pour démontrer à quel point le fait de faire certaines suggestions plus appropriées et qu'on sait des stratégies qui sont associées à une plus grande diminution de l'intimidation, à certains profils d'utilisateurs ou à avoir du just-in-time intervention, on est maintenant outillé à le faire, alors qu'au début, on n'avait pas les données pour pouvoir le faire. Et ensuite, comme le disait Jennifer, ben, il y a peut-être d'autres pays, d'autres cadres législatifs, d'autres systèmes de santé qui pourraient être intéressés à utiliser de tels outils. Alors, voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Jennifer, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter avant qu'on passe à la période des questions? Bon, je pense que tout a été dit, puis le cas traceur est c'est vraiment pertinent, je pense, pour la discussion. Fait qu'on est prêt à vous entendre et à interagir avec vous. Parfait, merci beaucoup. Donc, on va débuter avec la main levée de Denis Chenevert. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation. C'était très intéressant. Naturellement, la question qui tue, et vous la voyez venir, je présume, les réseaux sociaux chez les jeunes sont des sources de problématiques de santé mentale et d'intimidation. Et on sait, dans la mouvance de l'Australie, sur l'interdiction de l'utilisation des réseaux sociaux pour les jeunes en bas de 16 ans. Donc, j'essaie de voir, bon, la question, elle est piégée un peu, là, mais j'essaie de voir comment vous vous positionnez quand on essaie de promouvoir un outil numérique pour la santé mentale, en sachant que cette propre outil, entre guillemets, ou du moins son environnement, est une des sources des problèmes de santé mentale chez les jeunes. Donc, comment on réussit à naviguer dans une complexité pareille? Est-ce que Vas-y, Isabelle, puis je vais compléter. Excellente question et on se la pose constamment. Les avis sont partagés en Australie aussi en regard de la disposition qui a été prise. Il y a en ce moment une commission spéciale qui s'intéresse sur la question. Fait intéressant, on a, au printemps passé, j'ai dirigé une consultation provinciale sur les grands enjeux auxquels font face le milieu de l'éducation. Une cinquantaine d'enjeux disposés en 3 thématiques et l'enjeu prioritaire qui était identifié et selon nos termes, exigeait une action immédiate, c'était l'exposition aux écrans. Mais on est allé plus loin dans ce mapping conceptuel qu'on a fait avec des centaines de participants par la suite, en ligne évidemment, c'est que pour les intervenants scolaires surtout, ils jugent comme étant fort probablement très peu faisable le fait d'empêcher les jeunes d'accéder aux réseaux sociaux. Donc, en ce sens, qu'est-ce qu'on doit faire pendant qu'on continue à réfléchir sur ces stratégies-là? Mais c'est un peu emprunter la même logique qu'avec Plus fort, c'est d'accompagner, d'outiller, faire en sorte que les élèves développent cet esprit critique en regard de ce qu'ils sont exposés et font en sorte qu'ils développent les compétences aussi sociales et émotionnelles qui sont capables de mettre les choses en perspective, de demander de l'aide. Je n'ai pas eu le temps de présenter aussi, mais une autre chose qu'on a développée avec l'Association canadienne de santé mentale qui est pertinent aussi pour la cyber-intimidation ou d'autres conséquences négatives de la vie numérique, en plus des aspects positifs, bien entendu, c'est vraiment d'outiller et de modéliser ce qu'est un bon témoin. Hein? C'est bien beau pour les adultes de dire « Ah, ben, si vous voyez les jeunes de l'intimidation, intervenez. » Je ne sais pas pour vous, mais comme adulte, ce n'est pas toujours facile d'intervenir non plus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a plusieurs choses à faire, mais il faut vraiment les accompagner et donner des ateliers clés en main pour les intervenants en éducation pour qu'ils puissent vraiment animer et avoir une discussion et outiller les jeunes
et à se préparer, à savoir quoi faire, puis pourquoi eux autres voudraient faire quelque chose, qu'est-ce qui correspond à leurs valeurs sociétales, à leurs valeurs personnelles, qui font en sorte qu'ils seraient disposés et se sentir compétents pour intervenir. Alors, c'est d'autres choses qu'on peut réfléchir ensemble. Mais vraiment, l'apport de tous est nécessaire puisque ben, c'est avec le milieu de l'éducation, mais aussi, dans notre cas, avec le ministère de la Famille, qu'on travaille beaucoup là-dessus. En complément, je pense qu'on est vraiment dans des éléments de gestion de risque. C'est vrai dans ce contexte-là, mais c'est vrai également, par exemple, pour des applications qui vont venir soutenir le sommeil, alors qu'on a des lignes directrices de santé et de promotion de prévention qui disent, ben, 1 heure ou 2 avant le sommeil, il ne faudrait pas toucher à un appareil numérique. Alors, on rencontre plusieurs éléments de contradiction comme ceux-là qui ont été mentionnés un peu sous-jacent à la question. Et c'est notre rôle un peu de, vraiment comme centre d'expertise, de s'assurer qu'on n'amène pas ces dichotomies-là quand on vient présenter puis proposer à la population et aux intervenants les outils, puis que ces éléments-là, d'effets pervers, ben, sont contextualisés, sont pris en compte, puis qu'on on chemine avec la population en leur disant, ben effectivement, mais voici comment on pourrait s'y prendre pour diminuer les risques associés à ces effets pervers-là, puis etc. Donc, c'est vrai pour les éléments aussi sous-jacents à la cyberdépendance en général, puis etc. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on a absolument là, devant les yeux, puis pour lequel on a certaines préoccupations. Donc, on le considère là, dans nos déploiements. Merci. On a 2 questions dans le clavardage. Je vais passer pour tout de suite à la question plus macro. Puis, si on a la chance, je vous poserai la question là, qui touchait encore à l'intimidation. Donc, la question de Marc-Olivier Schul. Où se situe le CETI SMDI dans l'écosystème face à d'autres structures qui touchent les technologies et l'innovation comme l'ETMI, le Centre Accès, l'innovateur en résidence, par exemple, qui est au CHUM, et Transmedtech, MedTech ou des équipes de recherche comme Renard Oui. en TC. Oui, absolument. Ben, en fait, on s'inscrit en collaboration et en continuité avec plusieurs de ces structures-là. D'abord pour les ETMI, là, au niveau de l'évaluation des technologies, des modes d'intervention en santé. En fait, on pourrait éventuellement faire des collaborations pour faire des revues de littérature particulières par rapport à ces éléments-là. Ça peut être également avec l'INES, avec qui on commence à tracer aussi certaines collaborations en termes d'évaluation. Le Centre Accel, en fait, c'est de là où a émané aussi certains premiers produits du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Le Centre Accel, c'est tout petit, là, donc l'objectif du Centre Accel, c'est vraiment d'accompagner les chercheurs davantage dans l'écosystème du numérique comme tel dans le développement. Donc, on a un volet différent de la mise à l'échelle, puis d'un centre provincial comme ce que le CIUS de l'Est a entrepris avec les collaborateurs quand même du centre de recherche. Donc, c'est une entité de collaboration avec qui on agit également, dont notre co-directeur scientifique CETI est également co-directeur du Centre Accel. Donc, on a des vases communicants là. Ensuite de ça, pour tout le volet Transmedtech, MedTech+, on fait partie du réseau des répondants en innovation, du Bureau de l'innovation du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, moi, comme répondante pour le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, on est liés. Et tous ceux qui aimeraient vraiment collaborer à nos travaux, on est très ouverts. On est en train de réfléchir à une modalité de comité aviseur, comme je vous expliquais un peu dans la présentation. Donc, on a déjà ciblé là, plusieurs entités là, qui pourraient ressembler à celles mentionnées. Donc, on est vraiment en co-construction. On continue de rajouter des blocs par-dessus ce qui existe déjà, puis d'améliorer là, ce qui existe déjà également. Les défis sont énormes. Ça prend une constellation de groupes de personnes qui vont contribuer ensemble à innover et à toujours innover, à faire de l'impact social, mais à toujours continuer à réfléchir, à évaluer, à faire en sorte que ces outils-là vivent sur le terrain et continuent à évoluer sur le terrain. Je pense qu'on a besoin de toutes ces personnes et de tous ces instituts. Maintenant,
comment faire en sorte qu'il y ait davantage de concertation pour qu'on puisse avancer plus rapidement. C'est le défi qu'on se donne, puis je pense qu'on devrait se donner collectivement. Ce n'est pas la responsabilité seulement du CETI, du CMDI, mais définitivement qu'on peut mettre l'épaule à la roue pour se concerter, parce qu'ensemble, on va toujours plus loin. C'est tout bête, mais c'est pas si facile à faire, mais je pense que c'est la façon gagnante de le faire. Parfait. Et merci Marc-Olivier, on s'est côtoyés au cours des années à plusieurs reprises pour ça. Merci beaucoup. Il est déjà 13h01. Je vais devoir mettre fin à nos échanges, même si c'était fort intéressant. Je vous invite par ailleurs, les deux conférencières, à prendre connaissance des commentaires et des questions qui sont non répondues dans le clavardage, là, puis on pourra vous aider pour donner suite. Donc, un énorme merci pour cette présentation. Et puis à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et si vous voulez, comme quelques-uns ont mentionné, permettre à des collègues de visionner le séminaire, vous pourrez le retrouver sur le site du Pôle Santé dans l'onglet événements dans les séminaires passés. Ce sera disponible. Merci à nos deux conférencières. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Plaisir. Au revoir.